Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsque un véhicule s'arrête, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Bah si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Je roule à 91 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question super intéressante. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que pour répondre à cette question, il faut vraiment connaître son code de la route. Alors, bien sûr, de manière visuelle, de manière instinctive, je pense que quasiment tout le monde a eu bon à cette question. Effectivement, de manière visuelle, je roule à 91 km/h. Ici, ma distance de sécurité ne sera pas bonne. Ça se voit, on voit très bien que la personne devant nous est trop proche. Instinctivement, on le sent, on le sait. Oui, mais ça c'est votre instinct. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Alors, je vais vous montrer justement comment en être sûr. Alors, déjà on roule à 91 km/h, on va dire 90. Donc, pour calculer ma distance de sécurité, je multiplie 9 par 6. Donc le chiffre des dizaines par 6. Ce qui me donne 54. Alors, ici, est-ce qu'on peut se baser sur les lignes de rive à droite pour estimer la distance? Bah non, on peut pas parce que les lignes de rive, elles sont cachées par le poids lourd à droite. On voit un petit bout de ligne de rive, mais elle est beaucoup trop loin pour pouvoir l'utiliser dans notre cas. Alors, quels sont les autres indices qui vont nous permettre de savoir qu'on est réellement à 54 mètres ou pas? Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, ça va être le marquage au sol. Regardez bien. Certes, on ne voit pas très bien les lignes de rive, mais on voit ce qu'on appelle les lignes axiales, c'est-à-dire
ou qu'on appelle aussi les lignes de guidage, c'est-à-dire les lignes de séparation de voies. Et ces lignes de séparation de voies, elles ont des longueurs bien définies. Ici, par exemple, ces lignes de séparation de voies, qu'on appelle T1 en termes techniques, ou T1', d'accord? Ici, elles font 1,50 m pour les lignes continues, et pour les interlignes, elles font 5 mètres. Donc là déjà, on peut voir que il y a à peu près une interligne et deux lignes avec le véhicule qu'il y a devant nous. C'est-à-dire que le véhicule qu'il y a devant nous est à peu près à 8 mètres. Donc c'est vraiment en dessous des 54 mètres exigés. Il y a un autre indice qui peut nous permettre en fait de savoir si on respecte ces 54 mètres. Ben, c'est le poids lourd qui est à droite. Alors, je vous explique. Il existe en fait deux types de poids lourds. Vous avez les porteurs et vous avez les semi-remorques. Alors, les semi-remorques, en fait, c'est des structures amovibles qui sont constituées d'un tracteur. Hein. En général, les tracteurs, ils ont deux essieux. Vous voyez, ils ont deux roues très rapprochées. Et derrière, une remorque. Voilà. Ça, c'est une structure qui est amovible. C'est-à-dire que les entreprises peuvent changer de remorque quand ils veulent. D'accord ? Donc, c'est une structure amovible. Et ensuite, vous avez les porteurs. Ça, c'est une structure qui est faite en un seul tenant. Hein, donc, on ne peut pas séparer le tracteur de la remorque. Hein. Alors, il faut savoir que en général, les poids lourds ont une longueur entre, on va dire, 12 mètres et 16 mètres 50. Donc, quand vous savez ça, bah, vous voyez très bien que au mieux, entre nous et la voiture, bah, il y a 16 mètres 50. Parce qu'entre nous et la voiture, bah, il y a un poids lourd. Donc, ici, on a deux indices qui nous permettent de savoir qu'on n'est pas à 54 mètres. On a le marquage au sol et on a aussi le poids lourd. Pour ça, bah, il faut connaître son code de la route. Donc, je vous incite vraiment à vous former. On a mis en place une formation exprès pour ça. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, le code de la route. Taux d'échec de 40%. Hein. Taux d'échec de 40%, ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié des gens qui regardent cette vidéo qui vont rater le code de la route. Voilà. Alors, je dis pas ça pour vous démotiver, pas du tout. En fait, je dis ça pour vous prévenir. Le taux d'échec est énorme. Le code de la route français est très compliqué. On a mis en place une formation justement pour bien vous préparer au code de la route. Je vous conseille d'y aller, surtout que ça coûte vraiment pas cher. Donc, ici, je roule à 91 km/h. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. L'arrêt est obligatoire avant le passage à niveau. Réponse A, en tout temps. Réponse B, lorsque les feux clignotants sont activés. Réponse C, lorsque je risque d'être immobilisé sur celui-ci. Alors, lorsque vous allez vous engager sur un passage à niveau, il y a 3 cas généraux qui vont se présenter à vous. Le premier cas, la route est dégagée, la circulation n'est pas bloquée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Le deuxième cas, c'est lorsque le feu clignotant est activé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de marquer l'arrêt au passage à niveau. Et enfin, le troisième cas, c'est si la circulation est bloquée. Donc s'il y a des voitures immobilisées, alors dans ce cas-là, il faudra s'arrêter avant de franchir le passage à niveau, au cas où les clignotants se mettraient
a sonné. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 4. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A, je dois d'abord m'arrêter. Réponse B, je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question, je souhaite tourner à gauche immédiatement, je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce sont des usagers vulnérables. Alors, c'est quoi un usager vulnérable? Un usager vulnérable, c'est un usager de la route qui n'a pas de protection. Alors, concrètement, c'est qui? C'est les deux roues. Les deux roues qui soient motorisées, c'est-à-dire les scooters et les motos, mais également les cyclistes. Ça peut être aussi ceux qui se déplacent en engin de déplacement personnel, motorisé ou non, c'est-à-dire les trottinettes ou trottinettes électriques. Mais également les piétons. Les piétons sont des usagers de la route, vulnérables également. Donc, ici, est-ce que les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui va se passer précisément durant un contrôle technique? Eh bien, l'opérateur, il va vérifier à peu près une centaine de points. Ces points, ils sont regroupés en catégories. Par exemple, comme tu le vois ici, il y a la catégorie concernant la visibilité, la catégorie concernant la direction, la catégorie concernant l'identification du véhicule et parmi tant d'autres, il y a la catégorie qui concerne les équipements de freinage. Alors, comment ça va se passer exactement? À l'issue de ce contrôle, l'opérateur, il va te transmettre donc ce qu'on appelle un procès-verbal de contrôle technique. Donc, comme tu le vois, alors ça, c'est un procès-verbal de contrôle technique réel. Et comme tu le vois à droite, dans l'encart de droite, il va répertorier les défaillances selon des catégories également. Tu as les défaillances majeures, mineures et critiques. Alors, si tu n'as que des défaillances mineures, alors
le résultat de ton contrôle technique sera favorable. Et il viendra coller un timbre sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre A. Donc tu reviendras dans 2 ans pour ton prochain contrôle technique. S'il y a des défaillances majeures, alors le résultat du contrôle sera défavorable. Une contre-visite sera obligatoire et tu auras 2 mois pour faire les travaux nécessaires pour lever ces défaillances. Et il apposera sur ta carte d'immatriculation un petit timbre avec la lettre S cette fois-ci. Alors, finalement, si tu as des défaillances critiques, alors là, ça va pas être pareil. Donc, le résultat du contrôle sera défavorable. Par contre, tu ne pourras pas utiliser ta voiture à partir de minuit le jour du contrôle. Donc, il y aura une contre-visite obligatoire dans les 2 mois et il apposera un timbre sur ta carte d'immatriculation avec la lettre R. Alors, pour répondre à la question, lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée. Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de présignalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. La fatigue augmente les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre 2 véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir
estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois: réponse A, protéger, alerter, secourir. Réponse B, secourir, protéger, alerter. Alors, écoute bien la réponse à cette question, parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen du Code de la route Nouvelle Réforme. Alors, lorsque tu es témoin d'un accident avec dommages corporels, tu dois, en premier lieu, protéger, en deuxième lieu, alerter, en troisième lieu, secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est un moyen mnémotechnique qui va te permettre de te souvenir de l'ordre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. En conduite, le taux d'alcool contraventionnel est de: réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le taux d'alcool contraventionnel est de 0,5 g par litre de sang. Alors, je sais que parmi vous, certains d'entre vous vont se poser plein de questions. Ils vont se dire, oui, mais la question n'a pas précisé qu'on était hors probatoire, ou alors, il y a des personnes qui vont pas comprendre ce que c'est qu'une contravention, un délit, une infraction. Alors, pour tous les gens qui se posent des questions sur cette question, je vous incite vraiment à vous former. Voilà. Parce que normalement, vous ne devriez pas vous poser ces questions. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête obligatoirement. Réponse B, je cède le passage. Alors, ici on arrive à une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, comme tu peux le voir, c'est un panneau, céder le passage. Donc, ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je cède le passage. C'est-à-dire que s'il y a personne qui vient de la gauche, alors je passe. S'il y a un véhicule ou même un usager vulnérable qui vient de la gauche, alors je serai obligé de m'arrêter pour lui céder le passage. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Le temps de réaction
est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi elle correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je m'arrête. Alors ici, on est devant un passage piéton qui n'est pas régi par une signalisation lumineuse. Et on a un piéton qui va traverser ce passage piéton. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête. On s'arrête. Si on ne s'arrête pas, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc, c'est une contravention de 4e classe, 135 € d'amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Le camion roule à faible allure. Réponse A, je le dépasse par la droite. Réponse B, je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mette dans la voie de droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. La présentation du permis de conduire lors d'un contrôle de police est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, plusieurs documents sont obligatoires à bord du véhicule et donc lors d'un contrôle de police. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous avez une preuve du contrôle technique. Ça peut être soit la vignette que vous collez sur le certificat d'immatriculation ou la vignette sur le pare-brise. Et enfin, le certificat d'immatriculation. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, bah, t'as oublié quelque chose, hein, et l'assurance alors ?» Alors, non, l'assurance n'est pas obligatoire lors d'un contrôle de police depuis avril 2024. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, est-ce que la présentation du permis de conduire est obligatoire lors d'un contrôle de police? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 18. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces. Alors, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 19. Rouler en vélo permet de... Réponse A, diminuer les émissions polluantes. Réponse B, réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. Il est conseillé d'augmenter les distances de sécurité. Réponse A, seulement la nuit. Réponse B, lorsque la visibilité est réduite. Réponse C, lorsque l'adhérence est réduite.
Alors effectivement, on augmente les distances de sécurité la nuit, lorsque la visibilité est réduite et lorsque l'adhérence est réduite. Ici, on va retenir que la réponse B et C, parce que la réponse A dit seulement la nuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 21. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je mets mon clignotant gauche. Alors ici, on voit qu'une voiture est en train de se garer. Bien sûr, il est interdit de klaxonner en agglomération. Et ici, vu que le véhicule ne représente pas un danger, je ne fais pas d'appel lumineux. Je le préviens de mon déplacement en mettant mon clignotant gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 22. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. En cas de forte pluie, je réduis ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en cas de forte pluie, qu'est-ce qui va se passer? L'adhérence du pneumatique va fortement diminuer. Ce qui va entraîner quoi? Une baisse de la manœuvrabilité de la voiture. Donc une baisse du contrôle de la voiture. Donc ce que je fais, c'est que je réduis ma vitesse pour mieux manœuvrer mon véhicule. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Question numéro 15. Après le feu, je peux A. Tourner à gauche. B. Tourner à droite. C. Faire demi-tour. D. Aller tout droit. Alors, avant de répondre à la question, je vous conseille d'aller sur une de mes vidéos. J'ai fait une vidéo complète disponible sur ma chaîne sur les panneaux d'interdiction et d'obligation. Alors ici, on se retrouve face à deux panneaux. Donc l'un qui est celui de l'interdiction de tourner à droite et l'autre, juste en dessous, celui de l'interdiction de faire demi-tour. Donc ces deux panneaux sont effectifs seulement pour cette intersection. Donc, après le feu, je peux tourner à gauche ou aller tout droit. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 25. Je cède le passage aux piétons.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Le feu est vert, donc on passe, on ne laisse pas le passage aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comment savoir si le niveau d'huile est correct dans votre véhicule? Alors, ce que vous allez faire, moteur à froid et sur sol plat, vous allez retirer premièrement la jauge, vous allez la nettoyer avec un chiffon, puis vous allez la replacer et la retirer pour regarder le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est entre le minimum et le maximum, c'est que le niveau d'huile est correct. Par contre, s'il est en dessous du minimum, il faudra alors rajouter de l'huile dans le réservoir d'huile, qui est un autre bouchon, situé juste au-dessus en général. Donc ici, est-ce que le niveau d'huile doit se situer entre le minimum et le maximum de la jauge? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je circule en agglomération éclairée de nuit. Je peux rouler en réponse A, feu de route, réponse B, feu de position, réponse C, feu de croisement. Alors, vous faites souvent des erreurs sur l'utilisation des feux la nuit, surtout en agglomération. Alors, écoutez bien la réponse, comme ça on va résumer la chose comme il faut. En agglomération, d'accord, vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir l'agglomération éclairée et l'agglomération non éclairée. Concernant l'agglomération éclairée, vous pouvez rouler en feu de position seul ou en feu de croisement. Par contre, interdit d'utiliser ces feux de route. En agglomération non éclairée, là, vous devez utiliser les feux de route. C'est une obligation, parce que la chaussée, elle est non éclairée. Par contre, attention, si vous croisez une personne, il va falloir passer enfin. Une personne, un usager de la route, donc une voiture, il va falloir passer en feu de croisement. D'accord? C'est normal. Feu de croisement, c'est pour croiser. D'accord? Feu de croisement, c'est pour croiser. Feu de position, c'est pour que les autres usagers voient votre position. Et feu de route, c'est pour la route. C'est-à-dire que, faut bien comprendre une chose. Je devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Normalement, je devrais pas vous le dire parce que ça peut porter à confusion. Mais la règle, au niveau de la loi, des articles de loi, la règle de nuit, ce sont les feux de route. Ça, c'est la règle. Donc la nuit, vous devez rouler en feu de route. Et ensuite, il y a des exceptions. Est-ce que la route est éclairée ou non? Est-ce que tu es en agglomération ou non? Est-ce que l'agglomération est éclairée ou non? Est-ce que tu vas croiser des usagers ou non? Mais sinon, en fait, la règle, c'est les feux de route. D'ailleurs, c'est feux de route. C'est pour les routes. Voilà.
Donc, retenez ça bien. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 28. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Hein. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On ne va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc, ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc, comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 30. Je suis en première année de probatoire. Je viens de perdre 6 points. Mon permis est invalidé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu viens d'obtenir ton permis, donc tu as 6 points sur ton permis. Donc tu es en période probatoire pendant 3 ans si tu as fait une formation traditionnelle. Et si tu as fait ton permis en conduite accompagnée, tu es en probatoire pendant 2 ans. Donc, en permis traditionnel, donc tu récupères 2 points tous les ans jusqu'à atteindre 12 points. Alors, la première année, tu as 6 points. Donc, si tu perds
6 points, tu n'as plus de points sur ton permis. Donc ton permis, il est invalidé. Donc il va falloir que tu repasses soit le théorique, soit le pratique, soit les deux. Alors aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que pendant ton probatoire, si tu perds 3 points ou plus, tu es obligé de passer un stage. Si tu n'effectues pas ce stage, tu as une suspension de ton permis et une amende de 135 €. À savoir aussi que si tu perds des points durant ton probatoire, alors ton solde de points est bloqué. C'est-à-dire que même après les 3 ans, par exemple, si la première année, tu as perdu 1 point, tu as 5 points, bah, au bout de 3 ans, tu auras 5 points et pas 12. Donc ici, pour répondre à la question, je suis en première année de probatoire, donc j'ai donc 6 points, je viens de perdre 6 points, mon permis est invalidé. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Après le panneau, je peux circuler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau indique, donc, comme c'est indiqué, un panneau de fin de zone, où la vitesse était régulée à 30 km/h maximum. Donc après le panneau, je peux circuler à 50 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière, et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 34. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors,
est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Bah, souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Question numéro 18. Dans cette situation, A, je ralentis, B, j'accélère. Alors, comme vous le voyez, à gauche, on a une sorte de voiture, enfin de véhicule blanc qui est stationné. Ce véhicule blanc, déjà moi, il me gâche ma visibilité parce que je ne peux pas apprécier s'il y a des usagers, des piétons sur le trottoir. Et en plus de ça, ce camion, s'il y a des piétons derrière, il va être contourné par les piétons. Donc les piétons vont être amenés à aller sur la voie. Donc dans cette situation où ma visibilité est réduite, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Ma voiture dispose de 4 places pour les passagers. Je peux prendre un autre passager en plus car il est de petite taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est formellement interdit de faire asseoir un passager sur un siège qui n'existe pas. Si votre voiture possède 4 places pour les passagers, alors c'est 4 passagers. Si la voiture dispose de 7 places, alors ce sera 7 passagers. C'est un siège par passager. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 37. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc, au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc, je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation, ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique?
Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Je m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue A. Un refus d'obtempérer. B. Un délit de fuite. Alors, là-dessus, vous faites souvent des erreurs entre refus d'obtempérer et délit de fuite. Alors, un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour constater des dégâts matériels ou physiques. Alors qu'un refus d'obtempérer, c'est lorsque un policier veut effectuer un contrôle de votre véhicule et que vous ne vous arrêtez pas. Là, ça s'appelle un refus d'obtempérer. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. Question numéro 6. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, réponse A. 80 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Alors, comme vous le voyez ici, la signalisation indique un panneau de fin d'interdiction de vitesse maximale de 70 km/h. Donc, après l'implantation du panneau, je peux rouler à la vitesse maximale réglementaire. La question ensuite, c'est mais quelle est la vitesse maximale réglementaire? Alors pour ça, je vous incite fortement à aller dans l'information. Vous avez toutes les informations concernant la vitesse maximale réglementaire selon les types de routes. Alors ici, on est hors agglomération, sur une voie à deux voies en double sens. Donc la vitesse maximale réglementaire est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. Hein. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, enfin les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%.
Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.